Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau numéro de notre émission Enquête d'expression. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au féminisme. Nous aurons découpé notre émission donc en 3 parties. La première, nous allons aborder l'évolution de la femme dans le travail et la famille. La seconde, l'évolution de la femme dans la culture et la sexualité. Et enfin, nous terminerons par évoquer les mouvements engendrés par ces grandes évolutions ainsi que les icônes. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag de l'émission EDE Féminisme. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés 2 invités. Donc, à ma droite, nous avons Élise, qui est une participante au mouvement de libération des femmes, âgée de 52 ans. Et à ma gauche, nous avons Justine, une jeune féministe âgée de 20 ans et qui est employée au planning familial. Donc nous allons commencer tout de suite avec notre première partie, donc la femme dans la société. Donc la première question, mesdames, quels sont selon vous les principaux changements et les principales évolutions de la femme depuis 1950 ? Si vous le permettez, moi je vais juste commencer un peu avant. Allez-y. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes partaient au front, les femmes travaillaient donc à leur place dans les usines, dans les champs. Et une fois les hommes rentrés du front, elles n'acceptaient plus le fait de devoir rester à la maison, s'occuper des enfants, tous ces travaux ménagers qui à l'époque étaient consacrés. Et elles voulaient récupérer leur titre de travailleuse comme ça. Et il est vrai que plus tard, en 1975, une loi qui permit la pilule contraceptive a beaucoup aidé les femmes à mener une carrière professionnelle. Car en effet, elles avaient le choix entre vie active et vie de famille. En effet, ce n'est pas quelque chose d'incompatible. Mais dans un premier temps, la femme peut valoriser sa carrière et laisser sa vie de famille à plus tard. Ce fut effectivement un grand changement pour l'époque. Ah oui, il y a un progrès considérable. Qui se répercute de nos jours. Maintenant, les hommes et les femmes travaillent tous les deux dans la même famille. Et donc on peut même voir qu'au niveau familial, le congé parental a été rallongé d'1 an pour les hommes, donc avec la loi du 4 août 2014. Et c'est une évolution assez rapide quand même, parce que donc, les femmes passent de la vie de famille à la vie de travail directement. Et donc elles ont souvent des postes quand même assez élevés pour certaines. Bon, c'est encore des progrès à faire, mais elles sont quand même reconnues dans le monde du travail. Oui, et puis c'est vrai que la femme dans la famille a une place plus importante et peut être sur presque un même pied d'égalité avec l'homme. Nous allons maintenant regarder donc le témoignage d'Erwan Gilbert, qui est un employé de la société ERDF, qui nous parle donc de la femme dans le travail. Aujourd'hui, la place qu'occupe la femme est un peu la même que celle des hommes. Elle contribue autant que les hommes au fonctionnement des entreprises, dans le monde du travail. On a beaucoup de femmes, par exemple, qui n'accèdent pas à des postes à responsabilité. Il faut, je pense, encourager, et ça part de l'école, encourager les jeunes femmes à aller sur des métiers à la fois techniques, scientifiques et des métiers à responsabilité, parce qu'aujourd'hui, rien ne les empêche. Donc après ce témoignage, je me tourne vers vous, Justine. Une question m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu le témoignage. Êtes-vous d'accord avec ce que dit Erwan Gilbert ? Pas sur tous les points. On a tous remarqué l'évolution du travail, comme je le disais tout à l'heure. Les femmes occupent certaines fois le même poste que les hommes. Donc ici, ERDF, donc c'est quand même souvent ciblé, c'est souvent dit comme un poste assez masculin. Mais bon, il y a quand même des femmes dans cette entreprise. Mais quand il parle des postes à responsabilité, comme quoi les femmes n'assument pas ces postes-là, moi je ne suis pas du tout d'accord. Moi je trouve que en fait, les sociétés ne veulent pas accepter des femmes dans ces postes, parce qu'on voit souvent que c'est des hommes, et pourtant il y a des femmes dans cette entreprise qui pourraient sûrement évoluer dans leur société. Donc moi je trouve ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais au niveau de l'éducation, je suis à tout point d'accord. Si ça commence dès le bas âge
à apprendre que la femme peut travailler, n'est pas obligée de rester au travail, que même l'homme peut faire le ménage. Enfin, rien que d'expliquer ça aux enfants. Oui, il faut que ça commence dès le plus jeune âge, en fait, dès l'éducation, dès le plus jeune âge, en fait. Il faut qu'on enseigne ça aux plus jeunes pour que ce soit ensuite retranscrit dans le... Comme on disait, les filières technologiques sont souvent composées de garçons. Donc il faudrait montrer que les femmes aussi peuvent aller très bien dans ces filières, c'est sûr. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet employé non plus quand il dit que l'égalité, certes, l'égalité salariale peut peut-être s'appliquer dans son entreprise, mais ce n'est pas la majorité des cas. En effet, il faudrait que l'égalité salariale soit appliquée. Il faudrait une hausse immédiate de 5% des salaires de femmes. Parce que oui, c'est vrai que avant, je vais aller encore en dehors de cette période, avant 1950, oui, c'est vrai que les femmes travaillaient, ça on ne le pas assez. Mais les femmes travaillaient, mais n'étaient pas correctement payées, voire pas du tout. Et je pense aussi que les entreprises devraient ne pas avoir le droit de proposer un emploi à temps partiel à une femme qui viendrait se proposer pour un emploi, alors qu'il y aurait un emploi à temps plein possible. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle a besoin plus qu'un homme d'avoir un temps partiel. Elle est tout à fait capable de l'assumer, ce poste. Ah oui, moi je considère que un travail à temps plein n'est pas plus réservé à un homme ou à une femme. Les deux sont aussi compétents pour réaliser ce travail. C'est complètement aberrant de voir que certaines entreprises proposent à première vue uniquement des travails à 100%. Mais au niveau du salaire, que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même une émancipation au niveau du travail avec l'arrivée du compte bancaire autorisé aux femmes. C'est quand même une évolution majeure parce que avant, c'était le mari ou le père de la femme qui s'occupait du salaire et de l'argent et comment l'utiliser. Donc on peut quand même dire que l'évolution est quand même aux alentours des années 60 par cette arrivée de cette nouvelle loi, parce qu'elle peut travailler, avoir son salaire et toucher et s'en servir justement. Oui, les femmes sont maîtres de leur argent et de leur projet. Et je pense que ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut insister auprès des jeunes, auprès de tout le monde en fait. Loi qui est passée en 1956, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est exact. Donc après cette partie très bien argumentée, nous allons donc marquer une courte page de réclame et nous nous retrouvons dans un instant. Non, je t'assure, t'es un mec bien. Le problème, c'est moi. J'aime le fun, glander avec mes copines. Je suis encore un peu immature. J'ai compris le message. Je suis pas assez bien pour toi. Je te mérite pas, voilà. Tu veux des gamins, alors que moi, je préfère regarder la télé et sortir en boîte. Mais non, mais je m'en fous, je t'aime, j'ai envie de rester avec Oui, toi. tu veux me faire plaisir, et j'apprécie. Mais j'ai très bien compris, je sais que tu vas me jeter, alors je préfère partir la première. Je veux juste que tu comprennes. Bon, arrête de faire l'enfant. Un peu de dignité, quand même. Je veux juste que Et tu sois pas restes- cruel, je vaux mieux que ça. Oh, le relou. Ah, je t'ai jamais rien fait, moi. C'est qui le sexophore? Découvrez Oranginamis eau, sans sucre ajouté et sans aspartame. Believe that you're mine. This love is unbreakable. This love is unbreakable. T'as bu mon yop? Non mais est-ce que tu te rends compte que ça se fait pas? C'est mon yop. Personne prête son yop, ça existe pas. T'as une personne, un yop. Ah mais oui, mais non, parce que je t'ai pas dit, on peut faire exceptionnellement ce qu'on appelle dans le jargon un prêtage de yop. À la disparition du vieux roi, il fut décidé que celui qui réussirait à nettoyer le chaudron noirci monterait sur le trône. Beaucoup essayèrent en vain, jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive muni de Sif-Crème. Grâce à ces millions de microparticules, Sif-Crème enleva 100% des taches, rendant au chaudron sa brillance et nettoyant même la saleté la plus tenace partout dans le château. Le chevalier fut alors couronné reine du royaume. Nettoyez tout ce que vous voulez, même ce qui semble impossible. Sif-Crème élimine 100% des taches. De retour dans notre émission spéciale féminisme,
Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission, consacrée à la femme dans la culture. Justement, à ce propos, mesdames, si nous parlons de la publicité, que pensez-vous de la place qu'occupe la femme dans la publicité? Moi, je tenais à dire que la publicité, enfin, il y a 50 ans et aujourd'hui, reste toujours extrêmement sexiste. Et parce que je pense que, je suis sûre que les postes de direction dans les chaînes de télévision sont principalement occupés par des hommes. Ces mêmes hommes qui dirigent les programmes. Donc c'est ces mêmes hommes qui décident quoi diffuser à la télévision. C'est vrai que sur nos télés, on voit les pubs, elles ne donnent pas du tout une bonne image de la femme. C'est sûr, par exemple, ça part d'une pub qui est fait comme un dessin animé. Ça touche les enfants. Les enfants, ils voient ces images. Donc ils assimilent la femme au ménage, par exemple. Donc, Mais c'est vrai que dans les dessins animés, les enfants voient souvent des mamans qui fait la cuisine, qui fait le ménage, qui va passer à l'école, ce genre de choses. Et dès petits, les enfants sont conditionnés pour avoir cette vision-là de la femme comme de l'homme. Comme dans un catalogue de jeux, on voit très bien une partie rose pour les filles qui jouent à la poupée, qui fait la cuisine, et la partie bleue pour les garçons qui jouent aux voitures et puis aux jeux de guerre. Donc, dès le plus jeune âge, en fait, les enfants, ils sont catalogués. Ils sont conditionnés, oui. Voilà, et les filles doivent obligatoirement choisir dans le côté rose du catalogue et les garçons du côté bleu. On ne peut pas laisser un enfant choisir s'ils sont déjà, si les codes sont déjà ancrés même chez les parents. Les principaux responsables de ce phénomène, ce sont directement les parents. Les parents, puis tous les personnes de cette génération qui, dans les magasins, font appel aux filles avant les garçons. Comme si une fille n'avait pas les mêmes droits qu'un garçon. Enfin, je trouve ça inadmissible. Oui, c'est comme dans les livres, on voit, comme vous disiez, la femme qui porte le tablier dans la cuisine. Des fois, même l'homme qui attend que sa femme lui fasse à manger dans le salon en train de regarder la télé. Pour moi, c'est pas normal qu'il y ait ça dans des livres. Alors que normalement, c'est un objet assez pédagogique. Et c'est comme ça que ça se fait, l'éducation. Pour moi, quand je pense à ça, la femme, à la cuisine et l'homme qui n'est pas, je pense à un livre qu'on m'a beaucoup lu petite, c'est Le Petit Nicolas. Le petit garçon rentre de la maison, sa mère, femme au foyer, est dans la cuisine. Son père travaille dans une grosse entreprise. Le soir, il rentre, parce que c'est souvent comme ça dans toutes les histoires. Il s'installe sur son fauteuil, il lit le journal, il attend comme ça à manger. Et c'est un livre très connu du grand public, je pense. Et des exemples comme ça qui peuvent marquer. Et puis les enfants, à force, s'ils voient ça chez eux aussi, si les parents se comportent de cette manière, ils assimilent. Pour eux, c'est tout à fait normal que l'homme attende que la femme lui serve à manger. Alors qu'il serait peut-être temps de commencer à évoluer. Et on a cette image-là dans les dessins, que la femme, c'est le tablier. L'homme avec un tablier, les enfants, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Oui, il y a même pourquoi un code. Papa, il a un tablier. Il y a même un code vestimentaire. Oui, c'est pas normal du tout. Enfin, pour un enfant, voir son père un tablier, ça peut le faire sourire. C'est quelque chose de jamais vu. Oui, bon, j'irai pas jusque là quand même, on va pas se mettre. Maintenant, il y a des exceptions, c'est sûr. Dans certaines familles, ça change un petit peu, mais c'est encore très rare. C'est toujours la femme. Oui, après, il ne faut pas faire de généralité non plus. Il y a quand même des familles qui sont toujours des exceptions, qui sont en dehors de ce phénomène-là. Après aussi, oui, on peut penser à l'éducation des auteurs qui ont pu écrire ces livres aussi. Parce que s'ils ont été conditionnés de cette manière, forcément, s'ils n'ont pas assez de recul sur les situations, transmettent cette image de la femme aussi. Mais bon, après oui, je pense que les codes vestimentaires aussi dans les livres, dans principalement les livres, sont très marqués. Les livres pour enfants, c'est des images. Les enfants assimilent forcément ces images. Maintenant, on parlait de l'aspect mode. Maintenant, on voit que la femme a une liberté vestimentaire plus large. Elle peut porter le pantalon. Elle n'est pas. Il y a quand même des préjugés. C'est rare de voir des femmes en pantalon. Dans toutes les soirées, on peut voir. On voit juste les femmes politiques en pantalon. Moi, je vois peu de stars. Oui, dans les cérémonies ou dans les. Oui. C'est comme dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Elle montre bien
que pendant les années 50, les femmes sortaient, elles s'étaient bien habillées, mais c'était parce que leur mari voulait montrer que leur femme était belle, etc. C'était pas pour elles-mêmes en fait. Comme on peut montrer une belle voiture en fait. Regardez ma nouvelle acquisition, regardez ma femme. Quoi. C'est une sorte d'exhibition si on veut. Oui, et la femme, je pense que... Après, quand on lit Simone de Beauvoir, on voit bien que c'est une théoricienne, donc tout va dans des petites cases très très généralisées. Après, c'est vrai que la description de la femme, si on le lit sans avoir de recul, on peut trouver ça vexant. Parce que oui, la femme est complètement naïve, complètement stupide, elle se fait complètement manipuler par l'homme. Mais bon, hormis ça, je pense qu'il y a quand même un fond de vrai. Les femmes peut-être conditionnées comme ça, des règles strictes. Je pense que oui, elle n'avait pas forcément conscience que l'homme était en train de regarder ma femme, elle est mieux que la vôtre. Comme on peut parler pour tout autre objet de valeur. Et bien c'est ça, la femme était vraiment comme un objet. Le port du pantalon, par exemple, a beaucoup fait évoluer la femme. C'est quelque chose peut-être d'anodin pour nous, mais je pense que c'était une sorte de petite révolution pour les femmes. Elles pouvaient complètement... Pour moi, c'est même une énorme révolution, parce que c'est les femmes artistes qui ont développé cette mode. Parce que il faut savoir que le pantalon, en France, tenez-vous bien, était interdit jusqu'en janvier 2013. Ah oui. Ah, j'étais pas au courant. Oui, moi non plus. Si, parce que... Un préfet de police de Paris qui a stipulé, il y a quelques années déjà, qu'une femme qui ne tenait pas par les mains un guidon d'une bicyclette ou les rênes d'un cheval n'était pas autorisée à porter un pantalon et était punie d'amende. Donc les femmes, vous téléspectatrices, on était toutes hors la loi jusqu'en janvier 2013. Ce qui est très étrange quand même, parce que c'est vrai que la majorité des personnes le faisaient. On était tous hors la loi, mais personne ne faisait rien pour que... Non, parce que je pense que c'est une loi qui a été complètement oubliée, et comme le féminisme en ce moment revient sur le devant de la scène, que les femmes se disent bon allez, faut qu'on se bouge, faut qu'on montre qu'on existe, je pense que c'est ce genre de femmes-là, les associations qui ont essayé de retourner les lois pour faire valoir leurs droits propres, qui ont pu tomber sur ce genre de règles complètement aberrantes et qui ont été rectifiées il y a 2 ans. Seulement 2 ans, c'est... C'est très récent et c'est vrai que c'est aberrant. On pense que ça a changé, mais finalement, c'est... On se rend compte, mais après, c'est vrai que le port du pantalon a été difficile à accepter dans un premier temps, mais largement diffusé par les femmes artistes dans les années 50. Parce que c'est vraiment des femmes qui se battaient pour leur image, pour leur liberté, parce que une artiste, quand on parle d'une artiste, on parle tout d'abord de liberté. Mais les autres femmes qui voyaient ces artistes en pantalon, c'était vraiment comme plusieurs femmes, je pense, sont inspirées comme un modèle. Oui, elles étaient en plus mises en lumière, donc le fait, les personnes mises en lumière en général, on a envie de les copier, on s'en sert comme modèle. C'est de cette manière que le pantalon s'est répandu en France. Et justement, en parlant des arts, en ce qui concerne le 7e art, qui est, il faut le dire, la distraction favorite du grand public en ce moment, que pensez-vous avez-vous noté des transformations considérables de la femme depuis 1950 dans le cinéma? Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est une observation tout à fait notable. Dans les années 60, les cinéastes et les réalisateurs, c'était quasiment tous des hommes. Donc ces mêmes hommes-là qui tournaient X films et qui diffusaient une vision de la femme très idéalisée dans ses rôles de tous les jours. La femme au foyer, la femme à la maison, jamais la femme dans le travail, jamais la femme forte, jamais la femme qui a vraiment le premier rôle. Dans les années 50. Oui, même depuis 2000, avant 2000, il y a très très peu de femmes qui décrochent le premier rôle dans un film. Mais regardez maintenant, ça change un tout petit peu. Il y a 2-3 films où c'est vraiment le personnage principal, c'est une femme forte qui se bat pour son pays, pour une cause qui est vraiment assez énorme, qui normalement est assimilée aux hommes, ils doivent sauver leur pays, etc. Donc par exemple, je parle des films Hunger Games ou Divergent qui ont eu beaucoup d'écho, qui ont eu un grand succès. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des films... auprès du jeune public aussi. Oui. Maintenant, on peut dire que l'éducation passe plus vers la technologie, vu que maintenant nos sociétés évoluent et on est plus une société numérique. Du coup, les films ont une partie, font partie de l'éducation des enfants. Donc ils voient les images et ils assimilent ça dans leur société. Et maintenant,
ils peuvent penser qu'une femme est tout aussi capable qu'un homme de diriger un pays, de se battre pour une cause, etc. De se battre pour ses convictions. Oui. C'est vrai que les femmes cinéastes de nos jours restent encore très peu nombreuses, car le pourcentage de femmes cinéastes s'élève entre 15 et 20%. Donc c'est encore très très peu par rapport aux hommes. Oui, c'est ces mêmes hommes-là qui diffusent... parce que jusque 1940, il me semble, donc il y avait un décret qui stipulait que toutes les scènes à connotation sexuelle étaient interdites. Donc les hommes ne pouvaient pas exhiber une sexualité accrue envers les femmes, ni ne serait-ce quelque forme de nudité, de désir, tout ça a été interdit. Mais quand la loi a été abolie, les hommes se sont précipités pour afficher au grand public des scènes sexuelles et je dirais pas que c'est machiste, mais c'est vrai que les femmes ont été vraiment reclassées encore au plus bas du tableau, quoi. C'est vraiment des objets. Et c'est vrai que c'est peut-être ces scènes-là qui font vendre aussi, et je pense que c'est ça qui est inquiétant. Oui, donc je prendrais comme exemple Angelina Jolie. Elle est plus connue comme étant actrice, mais elle est aussi réalisatrice. Ça montre quand même que la femme a un pouvoir, parce qu'elle dirige quand même un plateau, elle dirige les acteurs. C'est plus une vision de la femme soumise, c'est vraiment un changement qui devrait peut-être un peu s'émanciper, parce que je peux pas citer beaucoup de femmes réalisatrices. Elles sont peu connues. Ce qui montre bien ici encore, une fois, une certaine inégalité. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a toujours des postes qui sont typiquement masculins, des postes féminins, et c'est en train de changer, mais tout doucement. Oui. Très bien, mesdames. Eh bien, écoutez, nous allons marquer une seconde courte page de réclame et on se retrouve juste après. Comment Sif fit briller la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant fut réveillée subitement. Son prince charmant arrivait. Tout semblait parfait, sauf le sol. N'ayant pas le temps de remplir un seau d'eau, la princesse fit appel au nouveau Sif Express avec ses puissants agents nettoyants. Appliqué directement sur le sol, Sif Express élimina la saleté et le sol retrouva toute sa brillance. La princesse était fin prête à être réveillée par son prince. Nouveau Sif Express, tout est bien qui finit bien. One Million, le nouveau parfum pour hommes de Paco Rabanne. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission. Donc juste avant la pub, nous parlions donc de Angelina Jolie et de ces quelques films qu'elle a réalisés. Angelina Jolie qui a d'ailleurs subi récemment une très lourde opération. Oui, elle a pris la décision de faire une mastectomie, donc une ablation des seins. Donc c'est quand même une évolution parce que les stars prouvent donc, à leurs fans que ici, une femme peut vivre normalement sans la poitrine qui est quand même un symbole de féminité. C'est vrai que la femme s'assume beaucoup plus dans sa féminité, mais également dans sa sexualité. Il est vrai qu'aujourd'hui, les femmes pensent davantage à leur plaisir personnel et ne se résument plus à seulement être le symbole de la fécondité et ne pensent plus seulement au plaisir de l'homme uniquement. C'est vrai. Maintenant, la contraception est plus courante, on va dire, dans la société, qui permet aux femmes de s'émanciper au niveau de sa sexualité. Au planning familial, on a des permanences d'accueil qui permettent aux personnes de venir nous voir et de nous poser toutes les questions qu'ils ont besoin de nous poser. Et notamment, ce sont des hommes et des femmes qui viennent, même si au planning familial, ce sont presque que des femmes qui sont employées. Les hommes ont très bien le droit de venir, on ne les rejette pas du tout. Ils viennent pour nous poser des questions parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne leur corps ou même celui de leur conjointe. Donc on peut même dire que la sexualité se base déjà sur l'éducation. Oui, je pense que cette éducation sexuelle est aussi très importante auprès des jeunes. En effet, elle a été imposée dans les collèges dans les années 1960. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que d'ailleurs ça se fait en 4e, je crois, aussi dans les lycées. Et je pense que c'est vraiment une population qui est de la puberté, donc qui ne se connaissent pas encore et c'est de comprendre.
Et peut-être aussi une partie de la population qui est peut-être plus facilement influencée par les stars et leurs pratiques parfois un peu déplacées, si je puis dire. Oui, moi je pense aussi que il y a aussi des côtés positifs de cette influence. Oui, prenez l'exemple d'Emma Watson. Elle a fait son discours à l'ONU pour la campagne He for She. Et ça, quand même, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est quand même une actrice que les jeunes suivent. Par exemple, dans Harry Potter, ils l'ont suivie tout au long des films. Ils l'ont vu grandir Oui, tout au long ça. des films, oui. Mais c'est ça. Et du coup, voir cette femme, donc, on peut dire que c'est une femme forte vu qu'elle a fait quand même un discours au siège de l'ONU. Et elle a même marqué les esprits en disant, donc je cite, « Plus je parle du féminisme et plus je réalise que se battre pour les droits des femmes est trop souvent synonyme de haine envers les hommes. » Donc on voit bien quand même qu'elle veut changer les choses. Ouais, oui, il y a sûrement une certaine volonté d'évolution. C'est un mouvement aussi qui s'est répandu jusqu'aux réseaux sociaux. Enfin, de grands acteurs américains ou chanteurs ont participé à la campagne qu'elle a lancée. Ils se sont sentis concernés par ce mouvement. Et c'est déjà, un bon début que même les hommes les plus connus se sentent concernés par cela. Ah, du coup, ça répond évidemment au niveau oui, pour leurs fans, etc. Ouais. Donc, en parlant des côtés positifs et négatifs, nous avons le témoignage de Françoise Donnet qui se revendique féministe depuis ses 15 ans et qui est également employée au planning familial. Nous allons tout de suite regarder son témoignage. J'ai fait partie d'une organisation politique et c'est vrai que je suis rentrée dans cette organisation politique parce que je me posais beaucoup de questions à propos des inégalités d'une manière générale et des inégalités faites aux femmes. Voilà. Et donc du coup, je suis rentrée dans une organisation politique qui défendait le droit, on disait des ouvriers à l'époque, et le droit des femmes. Donc je suis devenue féministe quand j'avais 16 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme moyen aujourd'hui ? On a les moyens de la lutte. Donc vous nous voyez comme dans la rue pour manifester, pour dire qu'il y a des injustices. On essaye aussi de discuter avec les gens qui dirigent la société, pour une partie, les gens qui sont mandatés politiquement. Vous avez les gens qui sont dans les mairies, les gens qui sont dans les conseils généraux, les ministres, etc. On ne va pas parler directement aux ministres, mais on envoie par exemple des pétitions, des choses comme ça. On essaie de faire que ça change. Oui, effectivement, il y a des côtés positifs au féminisme, mais je comptais relever quelques côtés plus sombres et peut-être plus négatifs aussi, tels que des attitudes de stars comme Miley Cyrus ou Lady Gaga parfois. Sur scène, face à leur public, ont des attitudes peut-être provocantes, en tenue souvent légère, et qui s'exhibent plus leur corps que leurs idées. Et donc oui, c'est vraiment se montrer comme un objet sexuel et pour moi, ce n'est pas vraiment se revendiquer comme femme, c'est se revendiquer comme objet, et donc au contraire de féminisme. Et je pense que oui, cette attitude peut engendrer des problèmes ou des incompréhensions par rapport aux jeunes fans et aux femmes qui admirent ces stars. C'est vrai que l'être provocant ne se retrouve pas que chez les stars, il y a aussi dans les mouvements féministes et leurs actions. Par exemple, il y a eu la Salt Walk, donc la marche des salopes. Déjà, rien que le nom, c'est vraiment provoquant. Cette action consiste à marcher et à revendiquer le droit de porter ce qu'elles veulent et de faire ce qu'elles veulent, même si ça a des connotations sexuelles. Donc c'est quand même un des côtés négatifs du féminisme, c'est vrai. Oui, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir, si je puis dire. Oui, je suis d'accord. Je ne dis pas non plus que je vais dans le sens de ces féministes. Et c'est comme les fémènes, par exemple, qui s'exhibent. Elles mettent quand même leur poitrine à nu devant des tas de gens, juste pour avoir des droits. Moi, je trouve que ça va un petit peu dans l'extrême. Il faudrait trouver un compromis en essayant de ne pas faire dans le vulgaire et essayer de... Après, moi, c'est sûr que si je peux rebondir sur les fémènes, je dirais que peut-être que, parce que ça arrive en France, mais dans les pays de l'Est, peut-être que c'était vraiment une des seules manières de faire réagir la population. Mais si on regarde un petit peu les filles qui composent les fémènes, elles sont toutes
elles ont toutes une plastique nickel, il n'y a rien qui les passe. Enfin, elles sont vraiment très bien foutues, si je puis dire. Et ça montre pas l'image de la femme en général. Pour moi, c'est peut-être plus une caricature qu'autre chose. Mais justement, cette image de provocation, du coup, les gens ne perçoivent pas bien le féminisme. On peut voir par exemple au Quartz à Brest, il y avait des photos des femmes, elles ont toutes été saccagées parce que les gens n'ont pas apprécié, ils n'apprécient pas les modes de fonctionnement des femmes. Alors que ça part elles parlent d'un bon sentiment. C'est une bonne action à la base. Oui, elles veulent aider les femmes à obtenir des droits, etc. Et là, peut-être qu'elles font trop dans l'extrême et du coup les gens ne comprennent pas ce qu'elles veulent revendiquer. Oui, et puis à côté de ça, il y a aussi des mouvements dont on ne parle pas assez. Si je les prends chronologiquement, je penserai au MLF, dont je suis partie intégrante, créé en 1970, donc justement pour aider à reconquérir, si je puis dire, les droits des femmes. Il y a aussi la Barbe, donc ça c'est une association française créée en 2008, une association totalement pacifique qui consiste à envahir les lieux comme les tribunaux, les banques, enfin des lieux où il y a du pouvoir, de l'argent, et où ce sont les hommes qui dirigent ces endroits-là. Et ces femmes portent une garde justement pour revendiquer cette inégalité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne font pas ça contre les hommes, mais contre les institutions et contre le fonctionnement de notre État. Il y a aussi la CNDF, créée en 2010, qui est plus ou moins rattachée à l'État et qui, elle, lutte contre la violence faite aux femmes. Et il y a aussi actuellement une autre association, Ni pute ni soumise, qui est peut-être un peu plus connue, qui, elle, par exemple, protège les femmes de tout ce qui est viol et qui fait reconnaître son droit, parce que c'est vrai que jusqu'à un certain temps, le viol était quand même considéré au même titre que coups et blessures. Et ce n'était pas reconnu comme une vraie violence, quelque chose de vraiment traumatisant. Comme vous le soulignez très bien, mesdames, il est vrai que quand on parle de féminisme, une question récurrente vient se poser. Le féminisme est-il un mot positif ou négatif ? Nous vous avons d'ailleurs posé la question par le biais d'un sondage en ligne sur notre site internet, et les résultats ont montré que 93% des personnes qui ont répondu à ce sondage pensent que c'est un mot positif. Cependant, 84% des personnes se sont révélées être des femmes. Donc oui, c'est vrai, les femmes ont bien compris l'enjeu du féminisme. Donc on voit que peu d'hommes sont concernés, donc au vu des résultats, et je trouve quand même que c'est dommage parce que je pense qu'il faut que tout le monde soit concerné pour faire bouger les choses. Si ce sont que les femmes qui luttent pour les droits des femmes, ça ne sert à rien. Non, parce que les hommes ont quand même, sans aller contre l'idée d'égalité homme-femme, les hommes, dans cette question des droits des femmes, ont quand même une place importante. C'est quand même, de généralité, mais c'est quand même plus c'est les hommes qui nous ont peut-être plus imposé des choses. Et oui, c'est peut-être pour ça aussi que les hommes devraient prendre conscience. Aujourd'hui, prendre conscience qu'il y a une vraie évolution à faire, que l'égalité homme-femme doit être présente. Juste un dernier point, ce que je pourrais ajouter, c'est que le féminisme il commence à s'imposer dans différents domaines. Dans le travail, les femmes se revendiquent les mêmes salaires que les hommes. Dans la famille, les femmes commencent à acquérir une place presque égale à l'homme. Dans la religion aussi, les femmes ne voudraient pas avoir à choisir entre pratiques religieuses et féminisme. Je pense par exemple au port de la burqa. On peut très bien se revendiquer comme femme, être musulmane, mais sans pour autant devoir porter la burqa pour adhérer à une religion. Vu qu'il y a différents domaines, on peut quand même dire qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme. Il y a quand même plusieurs. Il y a un féminisme. Il y en a beaucoup qui pensent féminisme égale féminin. Non, en fait, il y a plusieurs féminismes. Il y a beaucoup de moyens d'agir. Et c'est sur cette conclusion de Justine plutôt positive que nous allons nous quitter. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine.